Le mois de novembre est terminé, il fait froid, il y a de la neige, je suis un petit peu déprimé. Ça va faire du bien de parler de jeux de société. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose ce segment Quoi neuf JP, l'un des derniers avant d'atteindre la fin de l'année 2021. Alors la prochaine fois qu'on se parlera, eh bien ce sera en date du 1er janvier 2022 et on fera un retour sur le dernier mois de l'année. Mais avant de se rendre là, je vais commencer par vous parler de mes expériences de jeu du mois de novembre, donc tous les jeux auxquels j'ai pu m'adonner. Je vous parlerai également de quelques statistiques en lien avec notre chaîne, l'école du jeu. Et finalement, je vous parlerai de peut-être quelques projets à venir dans les jours ou dans les semaines prochaines. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser la barre de défilement en tout temps pour naviguer plus efficacement à travers cette vidéo. Et avant de commencer, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut en guise d'encouragement. Même si la fin de l'année approche grandement, ça ne veut pas dire que Sylvain et moi avons chômé pour autant au mois de novembre car nous vous avons proposé 18 nouvelles vidéos et si on prend la totalité des visionnements accumulés au cours du mois de novembre, eh bien ça totalise 75 000 visionnements. Il y a de cela déjà un peu plus d'un mois. Je crois au mois d'octobre, nous avions dépassé le cap des 3 millions de visionnements sur la chaîne et comme à chaque année, avec le temps des fêtes qui approche, les visionnements montent en flèche. Évidemment, des gens se trouvent des idées de cadeaux à donner aux gens autour d'eux, mais aussi certaines personnes commencent, toujours dans le coin de Noël, à s'informer sur les cadeaux qu'ils ont reçus. Toujours en lien avec les jeux de société, c'est pourquoi on observe toujours une hausse des visionnements à ce temps-ci de l'année. On accueille également plus de 195 nouveaux abonnés qu'on salue personnellement. Et finalement, la vidéo la plus visionnée au cours du mois de novembre, c'est ma vidéo Par où commencer au sujet du deck building avec ses 3600 visionnements. Donc, le segment Par où commencer c'est Sylvain qui a lancé le premier épisode avec le placement d'ouvriers. Donc, c'est une série de... On ne sait pas combien d'épisodes on va faire sur le sujet, mais qui traite donc un tout petit peu d'historique sur le mécanisme de jeu traité. Et par la suite, on vous l'explique, on le verbalise dans des mots très très simples et on vous donne 3 suggestions de jeu empruntant ce mécanisme. Une suggestion pour un jeu accessible, un jeu plus expérimenté ou expert et finalement notre jeu coup de cœur empruntant ce mécanisme. Alors Sylvain vous a proposé un épisode sur le placement d'ouvriers. J'ai emboîté le pas avec le deck building. Et au cours des prochains jours, je devrais vous partager également le prochain épisode qui traitera du Roll and Write. Au début du mois de novembre, j'ai eu le privilège d'être invité par mon bon ami Joe, qui était sur la chaîne, qui a contribué beaucoup également au développement de celle-ci. Joe a déménagé récemment, donc je me suis dit que c'était une bonne occasion pour moi d'aller lui rendre visite dans son nouveau chez lui. Et premièrement, c'est très très beau chez lui, là, mais on n'est pas là pour parler de décoration. Donc, j'ai eu l'occasion avec lui de jouer à 3 différents jeux. On a commencé par Dinosaur World, qui est la suite spirituelle de Dinosaur Island. Un jeu que j'avais trouvé bien, acceptable, correct, mais j'avais quelques problèmes avec ce dernier. Et, bon, après peut-être 4 ou 5 parties, je l'avais revendu. Je m'en étais débarrassé. Et Joe a reçu récemment Dinosaur World. Donc, c'était un titre que je voulais essayer pour voir si ça réglait des détails que je n'aimais pas avec Dinosaur Island. Je sais que Joe non plus n'avait pas beaucoup apprécié ce titre. Donc, ici, ce que j'ai trouvé intéressant, il y a plusieurs choses. Premièrement, on peut se concentrer sur différents aspects pour marquer des points. Dans notre partie, moi, j'ai
ajouté très peu de dinosaures à mon parc. Je crois qu'au terme de la partie, j'en avais 4 au total. Sauf que j'avais un atelier de cuisine, un atelier, une tuile qui permettait à mes visiteurs de cuisiner en observant des vélociraptors. Donc j'avais seulement besoin d'avoir un vélociraptor dans l'enclos et par la suite, je pouvais à tous les tours, si j'avais les ouvriers nécessaires, envoyer des gens là-bas et envoyer mon petit Jeep pour s'y rendre, pour activer ma tuile et marquer énormément de points. Toutefois, c'était un atelier apparemment très dangereux de confectionner des sandwichs en regardant un vélociraptor, puisque pratiquement à tous les tours où je l'ai activé, j'ai des visiteurs qui se sont fait dévorer par les vélociraptors. Mais bon, donc mon niveau de danger montait très rapidement, mais c'était ma machine à points, avec un autre de mes enclos à dinosaures, un bâtiment ou deux qui me donnait un peu de points, tandis que Joe, lui, s'est plutôt concentré sur, justement, avoir plusieurs variétés de dinosaures qu'il a activés à différents moments durant la partie. S'est concentré sur les objectifs aussi, et finalement, là, si ma mémoire est bonne, il m'a... je pense qu'il m'a battu assez... avec une longueur d'avance respectable. Mais on pourrait aussi se concentrer sur principalement les bâtiments. Mettre de côté un peu les dinosaures. Il y a des bâtiments qui peuvent nous permettre de générer toutes sortes de points dans différentes circonstances. Deux choses que j'ai beaucoup aimées aussi sur le jeu, c'est que pour la plupart des tuiles, plus on va les activer, et moins elles vont générer d'excitation. L'excitation, c'est un peu comme notre revenu dans le jeu. Les gens sont tout émerveillés, émoustillés par des nouvelles attractions, mais lorsque ça fait plusieurs mois ou plusieurs tours dans le jeu que cette attraction est en place, ça n'a plus le même effet. Donc ça, c'est thématique, puis en même temps, ça nous force à varier justement les attractions qu'on va activer. Et l'autre chose que j'ai trouvé bien intéressante, ce sont les ouvriers. Donc les ouvriers, on va les utiliser pour deux phases différentes. Une phase où est-ce qu'on va les placer sur le plateau commun, un peu avec un mécanisme de placement d'ouvriers, si on veut, pour aller récupérer les tuiles. Mais on doit se garder des ouvriers disponibles parce qu'après ça, dans la seconde phase, on va les envoyer travailler dans notre parc et ils vont pouvoir activer certaines actions, générer de l'ADN par exemple, nous donner des niveaux de protection supplémentaires ou on va pouvoir les envoyer littéralement sur nos tuiles pour ensuite déplacer notre petit Jeep et activer ces tuiles qui vont nous donner différentes récompenses. Donc un jeu qui m'a réconcilié avec l'univers de Dinosaur quelque chose. Je le conseille fortement, du moins, au moins une partie pour le découvrir. J'ai également eu l'occasion de jouer pour la première fois à Lost Cities, le jeu de cartes. Hyper simple comme principe, on a un plateau entre les deux joueurs, donc si ma mémoire est bonne, on peut seulement y jouer dans cette configuration à deux joueurs, pour ce qui est du jeu de cartes du moins. Et on va placer le plateau de jeu entre les deux joueurs. On a la possibilité d'y jouer soit avec 4 ou 5 couleurs de cartes différentes, si ma mémoire est bonne, là, ou 5 ou 6. Là. En tout cas, bref, 4-5 couleurs différentes. Et plus on ajoute de couleurs, plus justement, c'est difficile de prévoir les placements qu'on va faire. Et on commence la partie avec des cartes en main. Et le principe est super simple. À mon tour, je vais prendre une des cartes que j'ai en main et je vais l'ajouter soit à une défausse ou à mon espace de jeu. La couleur de la carte que j'ai en main, que je décide de jouer, devra aller dans la défausse de la même couleur ou dans la suite de même couleur. Donc, si j'ai une carte rouge, je peux la défausser dans la pile rouge ou l'ajouter à la suite qui est de mon côté du plateau, dans la suite rouge. Et par la suite, je termine mon tour en piochant une nouvelle carte, soit à partir du dessus de la pioche ou à partir de la première carte de l'une des défausses. Donc, je peux récupérer les cartes que mon adversaire va défausser. Et l'objectif, c'est tout simplement de réussir à créer des suites numériques qui vont nous donner des points en fin de partie. Mais chaque pile qu'on commence, imaginons qu'on a un potentiel de 5 piles différentes, 5 couleurs différentes devant nous, chaque pile qu'on commence, donc si je commence une suite violette, dès que je place une carte dans cette catégorie, dans cette couleur, je commence avec moins 20 points. Je devrais donc trouver une façon de cumuler au moins 20 points, même plus, si je veux rentabiliser ma suite. Donc, on ne peut pas s'étaler partout. Et il y a des cartes numériques, donc de valeur 1 à 10, je crois. Et on a des cartes poignées de main. Plus on met de poignées de main dans notre colonne,
et ce sera un multiplicateur, le nombre de poignées de main pour notre pointage en fin de partie pour cette couleur. Et lorsque je vais jouer une carte, par exemple, je commence ma suite. J'aimerais commencer avec le 1 blanc, mais je ne l'ai pas. Par contre, j'ai un 4. Je peux commencer ma suite avec un 4. Par contre, je ne pourrai plus à ce moment-là jouer de carte poignée de main, ni même de jouer de 1, 2 ou 3. Je vais devoir poursuivre ma suite. Donc, il y a toujours cet aspect-là de à quel moment est-ce que je joue ma carte? Est-ce que je suis en train de rentabiliser ma suite? Est-ce que je vais piocher des poignées de main plus tard dans la partie? Donc, j'attends avant de commencer des nouvelles piles. Il y a aussi le fait que je peux commencer quelque chose et là, utiliser tout à coup les cartes que mon adversaire a défaussées ou que moi, j'ai défaussées pour aller me refaire une même carte. Bref, j'ai été bien étonné par ce petit jeu. J'ai aussi eu l'opportunité avec Joe de jouer à un vieux jeu, là, un jeu de 2007. Il s'agit de Cuba. Donc, j'avais aucune idée de ce que ce jeu proposait, honnêtement. Là. J'avais déjà vu le dessus de la boîte. Probablement le plateau aussi, mais c'est à peu près tout. J'ai été bien étonné de ce jeu. Honnêtement, j'avais aucune attente et le jeu m'a satisfait pleinement. Donc, on y a joué seulement à 2 et le principe est assez simple. On va avoir un plateau principal sur lequel il va y avoir des ressources, sur lequel il y aura des bâtiments qu'on pourra construire, sur lequel il y aura des cartes de bateaux aussi où on pourra placer des ressources pour remplir des espèces de contrats. Et on a décidé d'ajouter l'extension du président qui ajoute justement une rangée de cartes au-dessus du plateau qui sont des actions bonus. Donc, on va pouvoir effectuer 2 actions supplémentaires alors que normalement, dans le jeu de base, on est limité par 4 actions par tour. Là, on va pouvoir en faire un potentiel de 6 et on a le président qui va se déplacer et qui va activer un pouvoir spécial ou une restriction spéciale pour le cours en cours ou pour le prochain. Ceci étant dit, jeu intéressant, mécanisme de... on va avoir les 5 mêmes cartes en main, mon adversaire et moi, et ces cartes vont être reliées à des actions. Donc, on a un constructeur qui va nous permettre de construire des bâtiments. On a un ouvrier qui va nous permettre pas un ouvrier, là, mais un jardinier, si on veut, qui va nous permettre de récolter les ressources de notre plateau. On va avoir aussi un directeur de projet qui va nous permettre d'activer les bâtiments qui sont sur notre plateau. On va avoir une carte aussi qui va nous permettre de remplir des commandes sur les navires en envoyant des ressources. Et on a une carte qui va nous permettre aussi d'interagir avec le marché, soit pour vendre et pour acheter les ressources qui s'y trouvent. Il y a 6 différentes... En fait, il y a 3 ressources de base, il y a 3 ressources avancées et, si ma mémoire est bonne, il y a 2 ressources supérieures, si on veut, qui sont les bouteilles de rhum et les paquets de cigares. Et donc, puisqu'on a les mêmes cartes en main, c'est toujours là, une question de, bon, à partir de quand est-ce que je vais faire mon action? Est-ce que je pense que mon adversaire va me voler la tuile que je veux absolument? Si oui, je vais aller jouer le constructeur en premier ou je vais aller jouer la carte qui me permet de remplir le contrat des bateaux le plus rapidement possible si je vois que mon adversaire a les mêmes ressources que moi. Mais on peut se concentrer sur différentes choses tout de même. Et Joe et moi, on s'est vraiment concentrés sur des choses un peu différentes. Et il y a tout l'aspect de la gestion de notre plateau personnel aussi, parce qu'en début de partie, ce plateau-là va générer plein de ressources. Lorsqu'on place notre jardinier à un emplacement, il va activer toutes les ressources dans la ligne, il va produire toutes les ressources de base dans la ligne et dans la colonne où il se trouve. Mais un maximum de 2 ressources avancées par contre. Mais plus la partie va avancer, plus on aura la possibilité de placer ou de construire des bâtiments sur notre plateau. Lorsqu'on place des bâtiments, on recouvre des cases de ressources. Donc, on devra trouver une autre façon de générer des ressources, mais à partir de ce maintenant, à partir de ce moment, on peut jouer notre directeur de projet pour activer également les bâtiments qui se trouvent sur notre plateau. Donc, toute cette gestion d'équilibre est bien intéressante. En tout cas, mes attentes étaient nulles et j'ai été bien surpris. J'ai reçu dernièrement un jeu québécois du nom de Archi Pirata. Je vous ai présenté une vidéo des règles en 5 minutes. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. C'est une vidéo hyper rapide qui donne vraiment un aperçu complet du jeu. Alors, c'est rien de perdu. Un jeu québécois pour 2 ou 4 joueurs. On peut y jouer en 1 contre 1 ou 2 contre 2 en équipe.
thématique de pirates. On est à la recherche de joyaux, de trésors, de richesses cachés sur des îles flottantes et on va y jouer grâce à un mécanisme de Mancala, c'est-à-dire qu'à votre tour, vous allez récupérer tous les pirates qui se retrouvent sur l'une des îles et vous allez les déposer un par un en faisant des déplacements d'une île à l'autre et l'ouvrier que vous allez placer en dernier, c'est celui qui sera le plus important, bien que les autres ont leur importance aussi, puisque le dernier ouvrier que vous allez mettre en place va activer l'équipement ou le trésor qui est associé à l'île où vous le placez. Alors, il y a un équilibre en termes de, quel équipement est-ce que je vais activer en premier? On a des équipements qui vont nous permettre de blesser les pirates adverses. On a des équipements qui vont nous permettre de jouer un nouveau tour et de sauter la phase de combat. On a des équipements qui vont nous permettre de revigorer les pirates qui sont blessés. Alors, il y a cet équilibre-là, mais en même temps aussi, on doit faire attention parce que les pirates qu'on dépose lorsqu'on se déplace vont avoir de l'importance éventuellement aussi, parce que si mon adversaire est en supériorité numérique, est dans une configuration de 3 contre 1 dans une des îles contre moi, eh bien, il peut blesser mes pirates. Donc, oui, on veut se dépêcher à activer nos équipements. En même temps, on veut faire attention de ne pas laisser trop d'adversaires s'accumuler sur une même île. Et en même temps, on veut gérer les trésors qui vont être sous 2 équipements. Donc, après avoir activé 2 équipements, on vient de rendre disponible un trésor. On a 6 trésors qui sont remplis de pièces d'or et on a 2 trésors qui sont remplis de bouteilles de rhum. Pour gagner la partie, on doit trouver les trésors remplis de pièces d'or. Donc, un jeu de Mancala très rapide, là, une vingtaine de minutes, je dirais, facilement là, pour des joueurs qui sont habitués. Plutôt intéressant. Allez jeter un coup d'œil à ma vidéo si ce n'est pas déjà fait. J'ai reçu il y a quelques semaines ma copie de Iki, la réédition du jeu original qui date de 2015, si ma mémoire est bonne. Donc, on a revampé le look du jeu, les composantes. Maintenant, c'est très, très beau, très typique aussi comme thématique. C'est prenant, donc. On a modifié quelques règles, je crois, par rapport à la version originale, auquel je n'ai pas joué, alors je ne peux pas faire de comparaison. Je crois qu'on a retouché surtout les règles à 2 joueurs. Mais bref, donc dans Iki, c'est le mécanisme de jeu, je dirais, c'est qu'on va, dans un premier temps, placer l'un de nos personnages, ils ont tous des noms là, thématiques qui m'échappent. Alors on va placer l'un de nos personnages sur la piste qui va dicter de combien d'emplacements on va pouvoir se déplacer. Et par la suite, suivant l'ordre du tour, on va pouvoir déplacer un autre personnage sur une espèce de rondelle qui fait le tour de la ville d'Edo et de ses commerces. Et le nombre d'emplacements dont on se déplace est très important puisqu'on veut parfois, même souvent, même toujours, finir sur des emplacements bien précis. Alors, on va pouvoir déplacer notre personnage, on va pouvoir utiliser des jetons de sandales pour se déplacer de cases supplémentaires et la case sur laquelle on termine va être associée à une action de base, comme par exemple avancer sur la piste de prévention des incendies ou plutôt avoir la possibilité de récupérer des pipes ou du tabac ou de faire l'acquisition de poissons aussi. Alors, il y a plusieurs actions qui sont liées au commerce. Mais éventuellement, en cours de partie, on va ajouter des cartes personnages qui vont également travailler dans ces commerces. Ce qui va donner la possibilité aux joueurs d'effectuer une action bonus dans ces lieux s'ils le désirent. Parce que les personnages qu'on va mettre en jeu vont toujours appartenir à un joueur. Si j'active mon personnage, tant mieux. Je l'active et j'active en bonus l'action du lieu. Par contre, si j'active le personnage d'un autre joueur, je vais pouvoir l'utiliser avec son pouvoir sans problème, mais ça va donner de l'expérience au commerçant adverse. Il va donc pouvoir avancer son petit Kobun, c'est le seul nom dont je me rappelle dans le jeu, d'une case sur sa carte, ce qui va lui donner un revenu supplémentaire, parfois des ressources, parfois des avantages, parfois des points, et éventuellement, lorsque nos personnages auront acquis assez d'expérience à chaque fois qu'un joueur adverse les utilise, ils vont pouvoir prendre leur retraite
et vont venir être glissés sous notre plateau personnel et vont générer leur avantage, leurs points ou leurs ressources à chaque phase de revenu à partir de maintenant du dernier niveau, donc qui est de plus en plus puissant. Il y a une autre chose qui peut faire prendre de l'expérience à nos personnages. Bon, il y a des personnages qui nous permettent d'entraîner d'autres personnages, mais lorsqu'on a effectué un tour de rondelle complet, donc on a fait la visite de tous les commerces de la ville, tous nos ouvriers vont prendre un cran d'expérience. Alors, on peut décider d'opter pour une stratégie d'avancer très lentement pour activer le plus de commerces possible ou de faire des tours plus rapides pour faire augmenter l'expérience de nos personnages. Bon, il y a toute une panoplie d'autres choses qu'on doit prendre en considération, plusieurs choses qui peuvent nous rapporter des points de victoire. Bref, j'ai l'impression de dire ça depuis le début de la vidéo, mais encore une fois, une belle surprise. J'étais convaincu que j'allais apprécier le jeu. Je l'ai trouvé un peu contraignant dans les choses que je veux faire, mais qui sont possibles, mais ça fait partie du casse-tête. Je vous parle maintenant de The Hunger, le dernier jeu de Richard Garfield qui mélange deck building et un petit aspect de course, un deck building avec un board, un plateau sur lequel on va pouvoir se déplacer. La comparaison est évidente avec Clank, deck building et plateau dans lequel on doit se déplacer et où on doit revenir sur nos pas. Je dirais que la ressemblance s'arrête à peu près ici. Dans The Hunger, on est dans un jeu beaucoup plus simple que Clank. On va avoir beaucoup moins de combos entre nos cartes. La composition de notre deck, on ne va pas la faire nécessairement en pensant à « OK, si je récupère cette carte-là en même temps que cette carte-là, ça va me permettre de faire telle chose. » Parfois, on réussit à faire un combo avec 2 cartes et là, on est tout excité dans The Hunger. Donc, on est dans quelque chose de beaucoup plus simple, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour autant. C'est juste qu'on ne peut pas comparer les deux jeux en termes de complexité et de profondeur. Dans The Hunger, on incarne des vampires et à la tombée de la nuit, on va devoir quitter le château pour aller à la traque, à la chasse aux humains. Et plus on va s'éloigner du château, plus les humains seront grassouillets et vont nous rapporter des points de victoire. Toutefois, plus on s'éloigne du château et plus on devra compter ou calculer du temps pour revenir au château avant la fin du 15e tour qui correspond aussi au moment où le soleil se lève. La petite twist intéressante dans le jeu, c'est que l'objectif, c'est de faire des points de victoire. L'une des grosses façons de faire des points de victoire, c'est en dévorant des humains, qui vont, selon leur type, nous rapporter des points, mais aussi selon leur emplacement et d'autres circonstances comme des objectifs et tout ça. Par contre, les humains, habituellement, lorsqu'on les dévore, en fait toujours, ils vont aller dans notre défausse. C'est-à-dire qu'ils vont être mélangés dans notre pioche. Et pratiquement tous les humains, lorsqu'on les pioche, ne nous permettent pas de nous déplacer. En fait, ils ne nous permettent, pour la plupart, de faire absolument rien. Donc, ces cartes vont polluer notre deck, mais vont nous donner des points de victoire. Donc, si on est gourmand en début de partie, ça ralentit nos déplacements et ça va faire en sorte que lorsque le lever du jour est en train de s'approcher, c'est plus difficile pour nous d'être rapide et de revenir au château rapidement parce que si on se retrouve dans la forêt, dans les prairies ou en montagne en fin de partie, on score 0 points, on se transforme en poussière. Alors, on doit rejoindre au moins le cimetière ou le château avant la fin de la partie. Il y a toutefois certaines cartes qui nous permettent de digérer des humains. Lorsqu'on digère les humains, on les retire de notre espace de jeu ou de notre défausse et on les place sous notre plateau. Ils vont encore nous marquer des points. Toutefois, ils ne se retrouvent plus dans notre deck, donc ils ne peuvent plus sortir comme ça, mais il y a très peu de cartes qui nous permettent de faire ça. Bref, ce mécanisme-là de manger des humains pour faire des points, mais si j'en mange trop ou si je les mange trop tôt, ça me ralentit et ça augmente mes chances de perdre la partie et de scorer 0 points. Ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Et j'ai eu l'occasion tout dernièrement de faire une partie de Cubitos. Alors, Cubitos est un jeu de Dice Pool Building. En fait, c'est du deck building, mais on remplace les cartes par des dés, tout simplement. On va commencer la partie avec un plateau, avec 7 dés gris pâles et 2 dés gris foncés. Les pires dés du jeu.
D'accord? Surtout les gris pâles. Vraiment, vraiment atroces. Et l'objectif du jeu, en fait, c'est qu'on doit remporter une course, la célèbre course des cubes pour remporter la légendaire coupe des cubes aussi. Alors, on a 4 différents trajets de course avec des niveaux de complexité que le jeu nous propose. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les dés qui se retrouvent dans notre pioche et on va devoir remplir notre espace de lancer. Au début de la partie, on peut seulement avoir 9 dés dans cet espace, mais on commence la partie avec 9 dés. Donc, tous nos dés vont se retrouver dans cet emplacement. Mais éventuellement, on va récupérer des dés supplémentaires et on devra choisir les dés de notre pioche qu'on va mettre dans notre zone de lancer. Après ça, on prend les 9 dés, du moins en début de partie, qui se retrouvent dans ma zone de lancer, je les lance. Dès que j'ai obtenu au moins 3 faces de réussite, je vais les mettre dans mon espace de zone active. Et à ce moment-là, je peux décider que, stop, c'est assez, je vais me contenter de ces réussites-là et je vais passer à la prochaine phase. Ou alors, je peux décider de pousser ma chance. Et vous savez à quel point j'aime pousser ma chance, moi. Alors, à ce moment-là, on va prendre tous les dés qui ont des faces d'échec, si on veut, et on va les relancer. Si on a des nouvelles faces réussites, elles s'ajoutent à notre zone active et on peut encore décider d'arrêter ou de continuer à pousser notre chance. Mais dès qu'on fait un lancer et que tous les dés ont tous des faces d'échec, eh bien, on échoue, on vient de buster, tous nos dés sont défaussés et on ne peut rien faire à notre tour, quoiqu'on a quelques compensations tout de même. Sinon, on va pouvoir utiliser, si on décide d'arrêter de passer à la prochaine phase avant d'échouer, on va pouvoir utiliser nos dés pour récupérer des dés plus forts ou pour se déplacer sur la piste de course. Les dés plus forts qu'on va récupérer, eh bien, il y a 8 couleurs de dés et pour chaque couleur de dés, le jeu vient avec 7 cartes différentes avec des habiletés différentes. Donc, un peu à la charlatan de Belcastel avec les ingrédients, à chaque partie, vous pouvez avoir des combinaisons et des effets différents. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial, cette variété-là d'effets et de combinaisons possibles pour la partie. J'ai vraiment hâte de l'essayer dans une configuration à 3 ou à 4 joueurs parce que j'ai l'impression qu'à 2 joueurs, c'est un peu moins intéressant. D'ailleurs, dans les jours à venir, je devrais vous publier, vous partager quelques vidéos que je sais déjà que je vais vous partager. Il s'agit de Cubitos, justement, la vidéo de Cubitos en 5 minutes, donc apprendre à jouer en 5 minutes. Je crois avoir vu passer dans les derniers jours sur Facebook la confirmation d'une version française ou en tout cas la concrétisation d'une version française. Je crois que honnêtement, s'il y a une version française de ce jeu-là qui apparaît, ça va faire un tabac, là. C'est vraiment un jeu intéressant de push your luck, l'aspect de course, construction, le deck building avec les dés, là, le dice building est vraiment, vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de texte. En fait, il y a du texte sur chacune des cartes habiletés, d'où la pertinence de la version française selon moi. Même si la version française n'est pas encore disponible, si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil, vous irez voir ma vidéo « Apprendre à jouer en 5 minutes ». Sinon, je vais aussi vous partager dans les prochains jours le prochain épisode de notre série « Par où commencer » où je vous parlerai du mécanisme de Roll and Write ainsi que mes 3 suggestions qui empruntent ce mécanisme. Vous pouvez tout de suite faire vos hypothèses, vos spéculations en m'indiquant dans les commentaires selon vous quels sont les 3 jeux de Roll and Write que je vais vous proposer? Et finalement aussi, là, au cours des prochains jours ou prochaines semaines, je vous proposerai la mission numéro 2 de notre campagne dans Welcome to the Moon. Alors voilà pour ce qui était de ce segment Quoi de neuf GP pour ce qui est du mois de novembre qui est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que je vous aurai informé, instruit, diverti. Peu importe, laissez-moi le savoir avec des commentaires, un pouce vers le haut, un abonnement à notre chaîne. Et moi, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2